Bienvenue dans Oser rêver, le podcast de la MACSF. L'audace serait-elle la clé du bonheur ? Écoutez ceux qui ont osé des projets audacieux et prenez une dose d'inspiration. Moi, c'est Auréline, j'ai 29 ans. Je suis manipulatrice en radiothérapie dans un institut de cancérologie. Et mon boulot, en fait, c'est de soigner les patients chaque jour, de leur faire leur séance de rayons qui permettent de soigner leur cancer. Je suis arrivée à Dijon pour faire mes études dans le paramédical. Et après ça, très rapidement, j'ai eu envie de voyager. J'ai rencontré Arnaud et ensemble, on a évoqué le projet de partir en tour du monde. Moi, c'est Arnaud, j'ai 41 ans depuis peu. L'idée du voyage est venue au fur et à mesure des années. En fait, j'ai rencontré Auréline. On s'est rapprochés plus que des amis. Et c'est là qu'on a commencé à optimiser notre temps de voyage. C'est-à-dire que dès qu'on pouvait, les week-ends, n'importe quand, on partait en voyage. Et voilà, on a monté donc le projet de Tour du Monde. Et du coup, ça fait 3 ans qu'on voyage. Le projet de voyage avec Arnaud, il est né en fait très rapidement. On était à peine ensemble, parce qu'on était amis avant, donc on évoquait déjà le fait de voyager ensemble. On avait déjà fait un petit voyage à Lisbonne. Entre-temps, moi, j'avais le projet de faire un congé sabbatique avec ma société, parce que j'étais encore employé. Mais dans ma tête, je me disais, 11 mois, ça suffit pas. Donc, j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses. Entre-temps, mon père est tombé malade, il a eu un cancer. Mon père est décédé peu de temps après, et du coup, ça a été la décision. Pour moi, ça a été le point final, c'est-à-dire que il a passé toute une vie à attendre sa retraite. Il a profité 6 mois de retraite et il est décédé. Et je me dis, je peux pas faire ça, en fait. Et si je pouvais profiter de la vie, c'est maintenant et pas plus tard, parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait. J'avais des amis qui ont fait un tour du monde, 2 couples d'amis, et puis j'avais aussi de mon côté mes patients qui ont un cancer, qui me disaient « N'attendez pas pour partir, faites-le maintenant ». Donc, de tous les côtés, on nous disait de partir un peu... C'était maintenant. C'est ça, c'était maintenant et pas plus tard, ouais. Et après, le projet a pris un peu plus de temps, dans le sens où on savait pas trop de la manière dont on voulait partir, en van, en sac à dos, enfin, on n'avait pas défini, on voulait juste partir. Et il y a eu le Covid qui a quand même fait du mal à pas mal de projets, et on s'est dit que le sac à dos, ça nous intéressait, mais que ça allait être compliqué, le passage des frontières, des choses comme ça. Et du coup, on s'est dit, on va aménager un van nous-mêmes, et puis on aura plus de liberté, on pourra aller où on veut, quand on veut, et un certain confort, parce que malgré tout, partir en van, c'est comme avoir sa maison partout, en fait, donc c'est facile. En fait, ça fait peur au début, mais c'est d'une facilité déconcertante. Alors que le sac à dos qu'on a fait après, c'est quand même plus compliqué, c'est une autre façon de voyager. J'en pouvais plus d'être en ville, mais il y avait un peu ce côté où on fuit le quotidien, on se préserve de l'actualité. Il y a à la fois une fuite, parce que je te rejoins sur le fait que la société on s'en écarte, entre guillemets, dans une façon de consommer, mais plus le fait d'aventure et de pas regretter, en fait. Vraiment, pour moi, c'est ça, c'est de pas regretter en me disant que j'ai attendu et je le ferai pas. Votre vie, c'est maintenant ou jamais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un appartement que j'avais acheté avec ma conjointe, qu'on a complètement restauré. J'ai fait une très jolie plus-value, ce qui a permis d'engendrer pas mal d'argent pour de projets futurs qui n'étaient pas forcément liés à ça. Et du coup, entre-temps, je me suis fait muter à la Défense à Paris. Et c'est là que je me suis dit que cette vie me correspondait plus. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir ma première responsable qui était très humaine et qui m'a accompagné, en fait, pour faire vraiment une rupture conventionnelle avec mon employeur. Mais ça a aussi engendré de l'argent pour financer le van. Et c'est vrai que la notion de financement du voyage était facile dans le sens où, entre l'appartement, la rupture conventionnelle, j'avais 100 000 € pour pouvoir partir, aménager un van et avoir de l'économie même après le voyage en me disant, je suis tranquille, quoi. La grosse base quand même du financement du projet et de toutes les questions qu'on peut se poser, le tourdumondis.com est un site extrêmement bien fait où tout est budgété par pays, par niveau de confort. Est-ce qu'on est plutôt très route, normal, plutôt confort, donc il donne des budgets moyens. Voilà, en gros, une moyenne réputée, c'est en gros 33 € par jour de voyage, en fait, à l'étranger, en sac à dos, pas en van. En van, c'est plus compliqué d'estimer. Mais en gros, c'est 1 000 € par mois. Donc, la plupart du temps, les voyageurs, pour un an, c'est entre 12 et 15 000 € avec les billets d'avion aller-retour. Mais la vie en van coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. On n'avait pas vraiment d'idée, en fait. On est parti sur ce budget-là. On s'est dit, on va voyager le temps qu'on a de l'argent, en fait. Moi, j'avais 25 ans quand j'ai demandé mon congé sabbatique. On m'a dit, non, t'as pas assez d'ancienneté. J'ai dit, d'accord. Je voudrais un congé sans solde de 2 ans. On m'a dit, ça, d'accord, ok. Et donc, du coup, j'ai dû mettre des sous de côté pour pouvoir voyager, en fait, parce que j'avais pas assez. Et c'est là que t'as débarqué avec tes petits tableaux Excel. C'est ça. En disant, il nous faut tant, donc il faut qu'on vende tant de choses, il faut qu'on économise là-dessus.
On a vendu tout ce qu'on avait dans notre quotidien. Enfin, 50% de ce qu'on avait dans notre quotidien, on a tout vendu pour se débarrasser de tout le superflu. Parce qu'en gros, le but, c'était que notre vie tienne dans un van. Donc, on a quand même stocké des affaires chez des amis parce que les box coûtent trop cher. Et du coup, aujourd'hui, on a l'équivalent de notre van stocké chez des amis et puis notre van. Chercher un van, ça a pris pas mal de temps parce qu'on était limité sur les déplacements et que les prix avaient augmenté. Et donc, en fin avril 2021, on a acheté le van. C'était juste un camion de société complètement vide, complètement blanc, enfin, tout ce qui est le plus basique. C'est ça. On a eu la chance d'avoir des amis qui nous ont prêté leur jardin, leur garage. Donc, nous, on a passé 6 mois à l'aménager. Moi, je travaillais en même temps. Toi, tu avais déjà quitté ton boulot. Le van, quand on l'a acheté, il était vraiment à nu, en fait, avec juste la tôle à l'intérieur. Et nous, entre-temps, on avait, donc en faisant nos recherches, on avait commencé à regarder un petit peu des aménagements types pour réfléchir à comment on imaginait notre intérieur. Donc, on est parti de cette base-là, avec nos critères. Et on s'est beaucoup aidé de tutoriels sur YouTube, sur les blogs, l'expérience des gens. On envoyait des messages sur Instagram à d'autres gens qui aménageaient leur van. Comment t'as fait pour ça? Comment t'as acheté ça? Nanana. C'est énormément de temps de recherche. Je pense que sur les 6 mois de travaux, entre le moment de passer les commandes, d'être sûr de ce qu'on achète, je pense qu'on peut presque diviser par 2 là, juste toutes les recherches en fait. Les recherches, les temps de livraison des pièces aussi. Le soir, quand on rentrait après notre journée à bosser sur le van, donc on anticipait le lendemain, on se disait il faut qu'on fasse le plafond, comment on va fixer le plafond. Donc on regarde des tutos avant de dormir et le lendemain matin on attaque ça. On aime beaucoup ce qui est joli et c'est pour ça aussi qu'on a passé beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps de finition et on l'a vraiment aménagé comme un mini appartement. On aurait pu faire beaucoup plus simple. On n'a pas fait le plus simple. Comme on avait un budget dès le début, on s'est dit que coûte que coûte, il fallait que le mois on finisse avec le budget qu'on s'était imposé. Si un mois on avait dépensé un peu trop d'argent, on essayait de freiner le rythme. Et finalement, c'est fait du bien aussi de prendre plus le temps de rester à un même endroit que de changer tout le temps. Mais nous, voilà, on s'était imposé 1 000 € par mois à 2. Et quoi qu'il se passe, hormis la Norvège, parce que ça coûte cher la Norvège, on a respecté ces 1 000 €. Et justement, le fait d'avoir un suivi pointu. C'est ça. On savait que, voilà, où on en était à peu près dans le mois directement, quoi. Pour suivre nos dépenses, on avait ton tableau Excel pour la partie van life, où on rentrait toutes nos dépenses, temps de course, temps d'essence, qui nous donnait un peu une idée. Et en Amérique du Sud, on avait téléchargé l'application Travel Spend, qui nous permettait aussi de voir notre budget, qui calculait le budget journalier. Par pays. Ouais. Avec les taux de change par activité, et tout. Avec les taux de change officiels au moment où on rentrait la valeur. Donc c'était bien aussi pour suivre en Amérique du Sud, ça. Au début, on avait l'optique, on a monté un compte Instagram, on a monté un blog, on avait l'idée potentiellement de réussir à gagner de l'argent. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on peut pas faire les deux en même temps. Enfin, on peut faire les deux en même temps, mais c'est plus un voyage. C'est vraiment, c'est du business. Il faut le penser comme c'est un voyage, mais avant tout pour gagner de l'argent. Et on n'a pas du tout le temps pour profiter de la chose. On a budgété, en l'occurrence, on était parti à peu près sur 18 000 € parce que c'était ce que tu avais comme économie. Et on s'est dit, on va tenir le maximum de temps. On a réussi avec 18 000 €, 2 ans de voyage. On fait très peu d'activités payantes. On est plus orienté nature et les zones moins touristiques. On a commencé au début du voyage à faire les top 10 des pays, les traditionnels, Instagram, les hashtags et tout ça. Et on s'est aperçu que finalement, c'est pas ce qui nous faisait vibrer dans le sens où il y en était toujours 200, 300, 400 personnes à faire une queue pour faire une photo. Et à la fin, en fait, on faisait plus cette sélection, mais pour choisir les destinations qu'on n'allait pas faire. Voilà. On le prenait vraiment dans le sens inverse. Et le top 10, on le fait pas. Mais on a fait très peu de restaurants. On n'a pas fait de choses qui nous coûtent de l'argent, hormis finalement de l'essence, de la nourriture. On a mangé 95% du temps cuisiné par nous-mêmes. J'ai un tableau de bord avec toutes les dépenses qu'on a fait en 2 ans, par catégorie, comme ça tout est tracé. Et si on nous demande demain combien on a dépensé, je sors mon téléphone et je sais exactement à l'euro près ce qu'on a dépensé pendant le voyage. La répartition, c'était 33% de nourriture, 33% d'essence. Et après, il y a les à côté, quoi. Sachant qu'il y a le téléphone, il y a les assurances, c'est vraiment tout compris. Et aujourd'hui, on continue le même cycle, c'est qu'aujourd'hui, on vit avec 800 € à 2 par mois. Parce qu'on vit toujours dans le van. Et du coup, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas de logement, on n'a pas d'assurance. On n'a aucune dépense à côté. Et le but, c'est de remettre un maximum d'argent de côté pour recommencer un autre voyage. Dans nos rencontres en van, on a vu plein de schémas différents. Nous, on était partis en vivant sur nos économies, mais on a rencontré des gens qui travaillaient en tant que salariés dans leur van. Il y en avait un qui avait négocié avec son patron en disant « je télétravaille toute l'année ». Mais j'ai pas de congé.
Je pose pas de congé, mais je bosse depuis n'importe où dans le monde, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment un autre rythme de voyage. Oui, on a eu ça, on a eu des indépendants qui travaillent dans le monde du design, Du design site aussi, web, ouais. graphiste. Ouais. On a eu des gens plus en sac à dos. En van, les gens ont quand même plus une notion de l'argent et une notion de partir avec une économie. Alors qu'en sac à dos, on a croisé quand même beaucoup de gens qui sont bon, on a 2 000 € on part le temps qu'on part. On calcule juste de quoi il nous reste 100 € quand on rentre. Et puis, on va faire du saisonnier, on va faire 2 mois par-ci, 2 mois par-là, et puis on recommence. Et on a croisé beaucoup de gens comme ça. Oui. Et c'est ça le voyage. Normalement, c'est que ça t'ouvre une autre vision de la vie. Alors, il y a des gens qui vont le faire juste comme un break de 6 mois en se disant, voilà, c'est le break de ma vie. On a croisé des comme ça. C'est le voyage d'une vie, je le referai plus jamais. C'est juste une escapade. Et là, moi, en tout cas, je n'arriverai plus à reprendre la vie d'avant, en fait. C'est juste pas possible, en fait. Oui, c'est vrai que dans mes amies que je me suis fait en voyage, il y en a aucune qui a voulu reprendre une vie classique. Elles ont repris de force parce qu'il fallait regagner de l'argent et tout ça. Et même là, nous, on a repris une vie à moitié sédentaire. On est toujours dans le van, mais on est à Dijon la semaine pour que je travaille. Mais je sais que c'est pas une fin en soi. Enfin, je me dis, je reste à Dijon pour mettre des sous de côté, mais dès que je peux, je lance d'autres projets, en fait. Quand on l'a annoncé aux copains, ils étaient plutôt contents, peut-être un petit peu surpris de moi. Plus les questions typiques, non mais c'est dangereux, vous allez faire comment? Enfin, Ouais. les peurs des gens répercutaient sur nous, alors que c'est leur propre peur, mais c'était marrant de voir. Ouais. Mais les copains, c'est plutôt très bien passé. Ouais. Ouais. Annoncer le voyage à ma mère, ça a été très compliqué, ça a été très dur pour elle. Je pense que ça l'a remis face au fait qu'elle a pas voyagé comme elle aimerait, donc elle s'est un peu projetée comme sur un miroir. Et ma petite sœur, ça a été dur aussi, et c'est là que ça a révélé un petit peu notre relation de sœur, alors qu'on n'était pas très proches, et ça a fait un petit... Vous vous êtes très bien rapprochés. Ouais, ça nous a beaucoup rapprochés. Le fait de s'éloigner à plusieurs milliers de kilomètres nous a rapprochés finalement. Mais ils avaient peur pour nous. Et moi, ma famille, je sais que je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai toujours voulu partir. Et non, ça les a pas surpris. Triste parce que forcément se dire qu'on va pas nous voir alors qu'on y est quand même passé 2-3 fois sur les 2 ans. Oui. Mais ouais, plus de la tristesse de pas nous voir. Très différent la réaction de nos proches respectifs. Pas du tout le même scénario. Nous, on est rentrés dans la communauté Van Lifer par le biais d'Instagram. En fait, c'est une communauté, une fois qu'on rentre dedans, on s'aperçoit qu'il y a plein de monde. Mais elle est pas si populaire que ça, en fait, tant qu'on n'est pas dedans. Ça a permis d'animer beaucoup le voyage et de faire beaucoup de rencontres pendant le voyage. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez spécial, c'est que finalement, on a tous un mode de vie un peu nomade et des choses comme ça, donc on s'attend à ce qu'il y ait une communion plus facile. Souvent, les gens, ils sont dans leur van comme ils seraient dans leur maison. On est sur un spot où il y a 4-5 vannes et c'est comme si on avait 4-5 appartements dans un immeuble, c'est que les gens se parlent pas. Et le fait d'avoir justement Instagram, et nous, on l'a vu au début, c'est qu'on n'avait pas mis de logo sur notre van, on a rajouté le logo de notre Instagram sur le van. Et en fait, les gens, ils étaient à côté de nous sur le parking, ils nous envoyaient un message sur Insta pour nous parler. Et après, du coup, ça crée l'amorce du lien. Et du coup, ça rendait les choses plus faciles. Le fait d'avoir noté notre compte Instagram sur le van, du coup, ça a ramené des gens avec qui, là, on a créé des vrais liens. On se retrouve à 3 vannes ensemble, le temps d'un week-end maintenant, quoi. Sur notre Insta, il n'y a jamais de photos, très peu de photos de nous. On voulait pas être, surtout moi qui aime pas forcément me montrer. On voulait pas que ce soit nous la star. On a toujours ce côté un peu nature et sur notre Instagram, c'est principalement des paysages, des animaux, pas nous. Ou alors c'est vraiment parce que la mise en scène est jolie et qu'il y a un joli paysage, mais ouais, c'est pas faire de la promotion de nous, mais plus faire de la promotion de la planète et de la Terre et des choses belles qu'il y a autour de nous, en fait. De la même manière qu'on voit très peu le van en photo aussi. Très peu. L'écologie, elle est rentrée un peu au fur et à mesure du voyage. On n'a jamais trop aimé le côté surconsommation, les villes et tout ça, c'était vraiment déjà pas notre truc de base. Et en fait, au fur et à mesure de faire des spots un peu recommandés sur les blogs, il faut voir telle chose dans tel pays, on se rend compte que ils mettent des barrières, ils aménagent des sentiers, ils empiètent un petit peu trop sur la nature. Trop de touristes, pas assez de respect de la nature, et ça a commencé un peu à nous faire un petit peu tiquer. Donc nous, de notre côté, en van, on essayait de faire attention, mais c'est quand même assez limité. On essaie d'être au maximum écolo de ce qu'on peut dans un van. C'est ça. Après, notre principale pollution aujourd'hui, ça reste l'essence.
On consomme, aujourd'hui, on a une consommation de 60 litres d'eau par semaine à 2. On a 0 électricité extérieure, c'est 100% de production solaire. On essaye de rouler le moins possible, même pendant le voyage. On n'a pas fait énormément de kilomètres. On essaye souvent de rester pendant 4-5 jours au même endroit pour éviter et faire plutôt des trajets à pied. On essaie de consommer que des produits locaux. Enfin voilà, on a une démarche qui se veut le plus proche possible. Moi qui me lance dans la photographie animalière, j'essaie d'autant plus d'être le plus proche possible des animaux et surtout d'impacter le moins possible la nature. Maintenant, sur Instagram, depuis un moment, j'ai décidé de plus indiquer les lieux exacts. Je mets juste le pays ou la région. Et plein de fois, on m'a dit « Mais c'est où exactement ? Où est-ce que tu as fait la photo ?» Et je dis « Je le dirai pas. » S'ils cherchent, ils trouveront sur Internet, comme nous, on a trouvé des endroits merveilleux. Mais il y a cette phase de recherche et ça reste un petit peu secret. Mais on fuit les endroits touristiques. Donc souvent, nous, on prend des cartes Google et puis on va chercher un endroit que personne connaît, mais encore une fois, toujours accessible en véhicule. Donc moi, pour notre principal geste envers l'environnement, c'est moindre consommation de tout. Mais j'ai l'impression que le temps s'est arrêté, qui défile à une vitesse complètement différente de ce que j'ai connu. C'est que l'Islande, c'était en 2020. Je suis incapable de me dire que c'était il y a 4 ans que je suis parti en Islande. Pour moi, c'était il y a moins de 10 ans. Enfin, il s'est passé tellement de choses. Et en fait, quand ton quotidien est tout le temps animé par quelque chose de nouveau, comparé à une vie traditionnelle, tout paraît plus lent. La notion du temps, elle évolue avec le voyage. Combien de fois ça nous est arrivé de dormir dans un endroit, de se réveiller le matin, de se dire, en fait, on est où ? Ou on était où hier ? Ou alors, des fois, quand on fait une rando le matin et qu'on roule un petit peu et qu'on fait notre truc le soir, on se dit « Ah, c'était bien la rando hier !» Ouais, c'était la même journée, en fait. Non, c'était ce matin. Ouais, il y a vraiment une dilatation du temps depuis qu'on voyage. Parce qu'on remplit de belles expériences et du coup, ça demande au cerveau beaucoup plus de travail, de choses à emmagasiner qui donne cette impression de temps qui se rallonge versus au travail où on est dans cette routine et donc les jours passent et puis... Mais après, il y a quand même eu un moment où on a eu, en revenant d'Amérique du Sud, on est reparti avec le van tout de suite. En arrivant en Écosse, on a eu un moment où c'était trop. On a vu trop de choses, on n'appréciait plus du tout le voyage. On s'est posé pendant pratiquement 1 mois à ne rien faire. Parce que on magasinait trop de choses, super paysage, ouais, bon, j'en ai déjà vu. Mais c'est ça qui est assez bluffant et triste, c'est que on a quand même besoin de moments de pause pour se relancer dans le... Mais je pense qu'on a saturé. Oui, vraiment, on a saturé. Moi, de mon ancienne vie, je ne regrette rien. Rien. Je me dis juste pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Mais je pense qu'il faut passer par des étapes. On n'a pas tous le même parcours. Et je pense qu'il y a un moment dans notre vie, si on a ce désir, toutes les planètes s'alignent et c'est ce moment-là, en fait. Il ne faut pas revenir en arrière et c'est pas possible. Mais moi, je ne regrette rien de ma ancienne vie. Enfin, moins de stress, plus de bonheur. J'ai l'impression que ces 3 années de vie, ça équivaut à mes 15 dernières. Enfin... Je regrette rien de mon ancienne vie. C'est vrai que par moments, du fait de vivre en van et d'être en ville tout le temps, c'est vrai qu'on pourrait regretter des choses très concrètes. Une salle de bain, un toilette séparé où on n'a pas besoin de dire à l'autre « Tu sors dehors 2 minutes, s'il te plaît ?» C'est juste des petites choses concrètes comme ça qui, en voyage, nous impactent pas du tout. Mais que là, comme on est de retour dans une vie un peu semi-sédentaire, c'est les seules petites choses. Et c'est même pas du regret. À la différence de notre premier voyage où on était parti vraiment sur nos économies, là on est dans l'idée d'avoir quelque chose de plus pérenne où on puisse allier un petit peu des rentrées d'argent et du voyage sur du long terme. On a toujours envie de voyager. Par contre, ce qui nous frustre un peu aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de pied-à-terre du tout. Et ça fait 6 mois qu'on cherche un terrain complètement en dehors de tout, c'est-à-dire dans une forêt, pour y fabriquer une tiny house, un petit habitat, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin clairement de quelque chose de grand. Donc moi, je mets beaucoup de sous de côté tous les mois pour essayer d'avoir un apport, ne serait-ce que pour acheter un terrain. Mais c'est vrai que je suis dans l'idée de si j'ai un coup de cœur ou s'il me manque vraiment pas grand-chose... Pour le terrain, un microcrédit. Pour le terrain, faire un microcrédit pour pouvoir me lancer, en fait. Si on doit résumer en une phrase, je dirais que ce qui est le plus important, c'est que dans tous les cas, ça fera peur. Mais qu'on sera tellement content après et on repensera a posteriori à la peur qu'on avait eue en se disant dis donc ça faisait peur mais on l'a fait et tous les souvenirs qui s'y sont associés, même les souvenirs, les galères ça nous fait des histoires à raconter. Le meilleur. Et c'est le meilleur en fait. Ouais. Sur le moment c'est pas drôle
mais ça représente rien du tout dans notre voyage et c'est des moments très, très drôles quand même a posteriori. Mais il faut partir et c'est, en partant qu'on lâche prise, en fait. Je pense qu'il faut juste oser. Enfin, je sais que ça paraît facile comme ça vu de l'extérieur, mais oser en fait. Et toutes nos peurs sont juste des choses qu'on nous a racontées, des choses qu'on nous a montrées à la télé. Et en fait, pour moi, les seules peurs que j'ai pu avoir pendant mon voyage, c'est des peurs qu'on m'a construites. Vivez votre vie maintenant, osez. Encore un témoignage inspirant. À vous de jouer maintenant avec les conseils de la MACSF. Vous avez un projet ? Acheter la résidence de vos rêves ? Préparer un tour du monde ? Lancer votre entreprise ? Une chose à garder en tête, un projet, ça se prépare. Au cours d'un rendez-vous, les conseillers MACSF vous aideront à trouver des solutions d'épargne et d'investissement adaptées à votre projet. Osez rêver. Appelez un conseiller au 32 33 ou consultez le site macsf.fr pour prendre rendez-vous. Vous avez écouté Osez rêver, le podcast de la MACSF. Retrouvez d'autres aventures dans notre série de podcasts sur votre plateforme préférée. MACSF, ensemble, prenons soin de demain.